Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième séance de mécanique. La dernière fois, on avait parlé de mécanique du point matériel. On s'était arrêté dans la section de la dynamique. On est en train de faire un inventaire des forces courantes en mécanique du point matériel. Je vais d'abord commencer par compléter cet inventaire de forces. Dans un deuxième temps, je parlerai d'énergie en mécanique. Et enfin, en fonction du temps qui restera, on proposera une ouverture vers des systèmes plus compliqués que le point matériel, notamment celui du solide indéformable. Précédemment, chez Physicité, il y a eu le cours sur l'oscillatoire harmonique, durant lequel vous avez peut-être eu l'occasion de rencontrer des forces qui sont très chères au point matériel, notamment par exemple dans le cas du pendule. Vous avez rencontré une force qui est une force de tension. Moi, j'ai présenté ici un point M qui est accroché par un fil inextensible à une attache fixe. Et la force de tension s'exerce radialement, comme ceci. Et je reviens un peu sur cette force-là, juste pour préciser qu'elle est très similaire à la force de réaction normale, en ce sens que c'est une force de liaison. Par force de liaison, j'entends qu'elle n'a pas d'expression propre qui peut être appliquée systématiquement, mais il s'agit de pouvoir l'exprimer à l'aide du principe fondamental de la dynamique et à partir de la situation d'équilibre dans la direction radiale. C'est-à-dire que la tension traduit simplement le fait que le fil retient la masse m, il empêche de s'échapper de cette trajectoire circulaire. Maintenant, vous avez aussi aperçu la force de rappel d'un ressort. Donc, on considère un ressort attaché à un point fixe et notre point matériel M qui va être au bout. Le ressort est caractérisé par deux grandeurs, une constante K qu'on appelle constante de raideur et une longueur à l'équilibre ou longueur à vide qu'on appelle L0. Dans ce cas, si on appelle L la longueur du ressort, qui varie puisque le ressort peut se détendre et se compresser, la force de rappel du ressort, ou force élastique, donne son expression. Et j'ai aussi introduit un vecteur unitaire U. Je vais mettre en une couleur. Ce vecteur unitaire qui est toujours par convention pris dans le sens d'élongation du ressort. Les choses à noter sur cette force, c'est déjà qu'elle est algébrique. Donc si jamais le ressort est compressé, la force va avoir tendance à repousser le point M dans la direction d'élongation. Et au contraire, si le ressort est allongé au-delà de la longueur à l'équilibre, la force va avoir tendance à ramener le point M vers la position d'équilibre. On parlera plus en détail de cette force-là quand on parlera d'énergie. Maintenant, la semaine prochaine, vous allez aussi voir, vous allez voir quelques notions de mécanique des fluides. Dans laquelle on parlera de forces qui sont importantes dans ce domaine-là de la physique et précisément dans ce sous-domaine de la mécanique. Donc quand vous avez une paroi, on peut définir une force de pression qui s'applique parce que par exemple de ce côté-ci de la paroi, je vais avoir des particules qui ont une certaine vitesse et qui vont venir se collisionner avec la paroi, résultant en une force non nulle, qu'on appelle une force de pression. Vous verrez ça plus en détail, je suppose. Et ces forces de pression mènent ensuite à une force dont vous avez déjà probablement entendu parler, qui est la poussée d'Archimède.
Voilà, ça c'est un essai de dessin d'iceberg. Et pour un objet qui est totalement immergé ou partiellement immergé, on va avoir une résultante des forces de pression qui s'appelle la poussée d'Archimède et qui peut par exemple s'exercer dans la direction verticale. Ok, je ne vais pas parler plus en détail de tout ça, mais il y a une dernière force sur laquelle je veux revenir et que je vais détailler. C'est des forces qu'on appelle les forces de frottement fluide. Parce qu'on a vu les frottements solides, il y en a d'autres. Donc les frottements fluides, c'est des forces qui apparaissent lorsqu'un notre mobile, notre point M, se déplace dans un fluide. Donc un fluide, ça peut être un gaz ou un liquide. Et c'est des forces qui vont avoir tendance à s'opposer au mouvement du point M. Donc, par exemple, je peux prendre une bille que j'assimile à un point matériel M, qui se déplace dans de l'eau à une certaine vitesse, et la force de frottement fluide va s'exercer dans ce sens-ci. Cette force-là, elle a pour origine la viscosité du fluide. La viscosité étant une notion qui sera également abordée en mécanique des fluides. Et on va vous montrer une petite réalisation donc, de ce principe. Je peux changer le canal. Alors, j'ai ici un gros cylindre rempli non pas d'eau, mais d'huile de silicone. Ah, il faut que je me sois. Ok, donc mon gros cylindre est rempli d'huile de silicone pour que les effets de la viscosité soient plus facilement observables. C'est un fluide qui est plus visqueux que l'eau, si tant est qu'on comprend ce que ça veut dire. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai ici une petite bille de métal que je vais laisser tomber dans le fluide visqueux et on va essayer d'observer ce qui se passe. On se rappelle que quand on a abordé la chute libre, la vitesse de chute, c'était un mouvement uniformément accéléré, et la vitesse de chute ne dépendait pas de la masse de l'objet en mouvement. On sait bien que, à cause des frottements fluides, c'est plus le cas, et que la masse, maintenant, a une importance. Je vous laisse observer. Ok. Croyez-moi ou non, j'ai vraiment l'impression que la bille se déplace à vitesse constante. Ce qui n'est pas du tout le cas dans une situation de chute libre. On va essayer d'expliquer ça, et ensuite je reviendrai sur la manie. Je vais commencer par traiter le cas ce qu'on appelle les frottements linéaires. Qui me donne l'expression de la force de frottement fluide dans le cas où la vitesse de mon point M est relativement petite. J'expliquerai après ce que j'entends par là. Dans ce cas-là, tout simplement, on a une force, donc comme on l'a dit, qui s'oppose au mouvement et qui va être proportionnelle à la vitesse du point M. Ok, donc
J'ai mis un signe moins ici pour montrer que c'est une force qui s'oppose au mouvement. Lambda ici, c'est un coefficient de frottement qui contrôle la force des points de fluide simplement. Et remarquez que la vitesse, c'est pas n'importe laquelle, c'est la vitesse relative de mon point matériel par rapport à la vitesse du fluide. Donc si on a notre fluide qui se déplace, qui a un certain courant, et que notre point matériel se déplace avec la même vitesse que ce courant-là, la résultante des forces sur le point M sera nulle. Ok. Maintenant, on va prendre l'exemple simple de notre expérience, où, en plus de cette force de frottement fluide, on a simplement le poids du point M. Donc ici, si je prends le cylindre, j'attends. Ok. En appliquant le principe fondamental de la dynamique, projeté sur la direction verticale, il y a une hypothèse que j'ai oublié de rajouter, c'est que le fluide dans lequel notre point M se déplace est au repos. Ici, l'huile de silicone est au repos. Ok. Cette équation-là, on peut la résoudre. Je vais la mettre sous une forme un peu plus jolie. Ici, j'ai introduit un temps caractéristique tau qui s'exprime comme m sur lambda, dont l'interprétation sera donnée à la fin de la résolution. Et avant de m'attaquer directement à la résolution de cette équation, j'ai essayé déjà d'obtenir une petite intuition sur ce qui se passe. Donc pour ça, je vais faire quelque chose qui n'est pas éligible a priori pour vous, mais qui est d'un intérêt pédagogique. Ça s'appelle le diagramme de phase. Ce que je fais, c'est que sur un diagramme à 2 dimensions, je trace l'accélération en fonction de la vitesse. Ici, si j'exprime l'accélération en fonction de la vitesse, on voit que ce sera du moins g moins vz sur tau. Et donc ce qu'on obtiendra, c'est un profil linéaire avec une pente négative. Donc quand la vitesse est nulle, l'accélération vaut simplement moins g. Et quand l'accélération est nulle, la vitesse vaut moins g tau. Comme le profil est linéaire, j'ai juste à relier les deux points. On obtient une droite. Ça, c'est la droite qui correspond à mon système. Ça veut dire que la vitesse et l'accélération sont dépendantes l'une de l'autre, et le système se trouvera forcément sur cette droite. Ok. Maintenant, si je lâche ma bille de métal sans vitesse, sur le diagramme de phase, ça correspond à ce point-ci, parce que la vitesse est nulle et parce que mon système doit être sur la droite. Ok. Ce qu'on voit, c'est quand on est à ce point-là, l'accélération négative. Donc, la vitesse va avoir tendance à diminuer. Donc le système va se déplacer dans ce sens-là du diagramme. Donc la vitesse verticale diminue, c'est-à-dire que le mobile devient de plus en plus rapide vers le bas, jusqu'à arriver à une certaine valeur où l'accélération s'annule. À ce moment-là, la vitesse devient constante. C'est ce qu'on a observé tout à l'heure dans l'expérience. Et c'est pour ça que ce terme-là, de l'équation différentielle, on l'interprète comme un terme de saturation.
Maintenant, si je fais rapidement un autre cas, je vais prendre une vitesse initiale qui est inférieure à la vitesse moins g taux. Ça correspondrait à lancer très fort le mobile vers le bas au début de l'expérience. Par exemple, je le situe ici. Et donc là, c'est le raisonnement inverse. L'accélération est positive, donc la vitesse va augmenter. Notre système se déplace dans ce sens-ci, jusqu'à atteindre la vitesse terminale. Donc, ce dont on se rend compte, c'est que peu importe la vitesse initiale, le système va toujours, à temps long, se retrouver dans la situation où, en mouvement qui est uniforme, avec comme vitesse limite la vitesse moins g taux. Ok. C'est pour ça que je pose ma bille sans vitesse sur le fluide ou bien que je la lance, a priori, la vitesse finale sera toujours la même. Maintenant, on va quand même essayer de résoudre cette équation. C'est une équation qui est linéaire, du premier ordre en la vitesse Vz, à coefficient constant, et avec un second membre, mais ce second membre a la bonne idée d'être constant lui aussi. Donc, la solution de cette équation différentielle, elle va toujours s'exprimer de la même manière pour une équation linéaire. La solution va s'exprimer sous la forme de la somme de la solution de l'équation homogène et d'une solution particulière de l'équation totale. Donc, l'équation homogène, c'est l'équation différentielle sans second membre. Dont la solution est donnée par un profil exponentiel en temps, en n'oubliant pas la constante d'intégration. Ok. Et la solution particulière de l'équation, en réalité, on l'a déjà trouvée. Ça correspond à le cas d'une vitesse constante, et donc c'est tout simplement V infini. Ok, je résume. Okay. Et en prenant par exemple des conditions initiales avec la vitesse nulle, on obtient que A est égal à moins V infini. Et finalement, ok. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va pouvoir... déjà, on peut remarquer que la limite, lorsque t tend vers l'infini de cette vitesse, c'est effectivement la vitesse à l'infini, puisque le terme en exponentielle de moins t va s'atténuer exponentiellement. Et de plus, si je regarde le profil de la vitesse pour des temps qui sont très petits devant taux, je vais faire ça... Je vais mettre au-dessus. On sait que l'exponentielle de moins x pour x tend vers 0, c'est à peu près 1 moins x. Donc, exponentielle de moins 1 moins exponentielle de moins x, c'est à peu près 1 moins x, c'est à peu près x. Donc, pour t très inférieur au temps caractéristique taux, on voit que la vitesse a une évolution linéaire dans le temps, qui est exactement le cas de la chute libre. Autrement dit, pour des temps très petits devant le temps caractéristique,
Tout se passe comme si on était en chute libre, et c'est seulement à partir du moment où T devient comparable au temps caractéristique tau que le système commence à ressentir l'effet des frottements fluides. Ok. On va se remettre sur la ligne. Quelque chose que je n'ai pas précisé sur le dispositif, on a ici des petites traces de scotch noir qui servent de repère visuel. L'idée, c'est que la distance qu'il y a ici, elle est suffisamment grande pour que le système soit déjà dans une situation où mon point M a déjà atteint sa vitesse limite. Donc à partir du moment où ma petite bille de métal arrive au niveau des marques de scotch, elle est déjà en mouvement rectiligne uniforme. Ça c'est assez commode parce que ça veut dire que pendant toute cette distance-là, la vitesse de mon point M sera simplement cette longueur-là divisée par le temps qu'elle a mis à parcourir. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord mesurer la longueur ici, je l'ai déjà fait. J'ai ici un chronomètre avec lequel je vais mesurer le temps que va mettre la bille à dépasser ce petit scotch noir et atteindre celui-là. Alors évidemment, il y a des incertitudes non négligeables, mais l'idée c'est juste d'estimer lambda et les paramètres de la force de frottement fluide. Vérifier que c'est bien en accord avec les frottements fluides linéaires. Ok. Chose que j'ai oublié de faire, avant de mettre ma bille dans le bain, je vais mesurer son rayon. Je vais mesurer son rayon parce que la constante lambda qu'on essaie de calculer, elle dépend du rayon de la bille, et j'en parlerai juste après. Okay. Donc je note le rayon, c'est 2,32 mm. Ok. Je peux lancer la pièce. Ok. Donc j'ai chronométré 3 secondes 25. Où est-ce que je peux écrire ça? Notre le diamètre de la bille. C'est mieux. Ok. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que dans le cas non seulement des frottements fluides linéaires, mais dans le cas de notre système, c'est une sphère, donc qui était le cas des petites billes de métal, la force de frottement fluide s'exprime de la manière suivante. En tout cas, sa norme est donnée par 6 pi eta, c'est mieux, 6 pi eta R, c'est encore pire. La vitesse. Avec eta, ce qu'on appelle la viscosité dynamique du fluide. Et c'est ce qu'on va chercher à estimer ici. Comment j'estime eta? Moi, ce que j'ai mesuré ici, en réalité, c'est la vitesse limite de mon bille, qui est donnée, je le rappelle, par en valeur absolue, G tau. Avec tau, c'était m sur lambda, et on identifie lambda ici, ça va être tout ça.
masse de ma bille, ça va être la masse volumique fois le volume du sphère, à savoir 4 tiers de pi r cube. Et je vais abréger et donner l'expression finale. Eta est donné par 1 sur 18 rho g sur L R2 T. En utilisant le fait que la vitesse limite, on l'a calculée telle que, simplement, elle est égale à F sur T. Okay. La valeur théorique de eta, c'est 0,49. Allez, je vais mettre U ici parce que c'est compliqué comme dimension. C'est 2 sur 9 plutôt qu'un sur 8. C'est pas plutôt 2 sur 9 que 1 sur 18. Non, a priori c'était vraiment Ah, c'est quand t'as intérêt. Oui, oui, excuse-moi, bien sûr. C'est ça, et moi ce que j'ai mesuré avec le pied à coulis, c'est pas le rayon de la bille, mais son diamètre. Donc le rayon c'est un demi du diamètre, et c'est là que j'ai trouvé le 1 sur 10. Ok, j'ai ma petite calculatrice. Le temps, c'était 3,25 secondes. Ok, je trouve un état expérimental qui vaut 0,52 ici. C'est pas trop mal. Bon, ça, en tout cas, on l'a plutôt bien réglé. J'aborde maintenant un deuxième visage des frottements fluides, qui est celui des frottements non plus linéaires, mais quadratiques. Si les frottements linéaires étaient le cas limite de vitesse faible, alors les forces de frottement quadratique, c'est le cas limite de vitesse forte. Okay. Dans ce cas, l'expression de la vitesse de frottement change de forme. C'est tout simple. Ok. Donc on a introduit mu, qui est un autre coefficient quelconque de frottement, et la force est maintenant quadratique en la norme de la vitesse. Simplement, j'ai mis une valeur absolue ici pour assurer que la force s'oppose bien à la vitesse et que ce soit quand même un vecteur qui soit dirigé dans le sens contraire à la vitesse. L'équation différentielle que ça nous donne, qui ressemble à la précédente, c'est celle-ci. Bon, malheureusement, cette équation elle est plus linéaire, donc c'est plus difficile à résoudre. Je vais reprendre mon petit diagramme de phase ici, que je vais adapter pour cette équation différentielle. On fait le même raisonnement, c'est-à-dire que quand l'accélération est nulle, on va avoir la vitesse verticale. Est-ce que j'ai bien... Ah, il manque un point ici. Qui va être égal à moins mg sur nu, moins la racine de mg sur e. Et quand la vitesse est nulle,
l'accélération, ça va être moins g. Ok. Bon, je ne détaille pas l'obtention de l'allure, mais on a une allure comme ça. Quadratique ici, dans un sens parce que la valeur absolue donne du plus z point quand on est dans ce cas, dans cette moitié-là du diagramme. Et pareil, quadratique ici, mais dans l'autre sens, parce que la valeur absolue donne du moins z point. Ok. Bon, l'allure est plus linéaire, c'est plus difficile à calculer, néanmoins, le raisonnement reste vraiment le même. Si je prends un mobile qui a une vitesse nulle initialement, l'accélération est négative, je vais dans ce sens-là, jusqu'à atteindre une vitesse limite, et pareil dans l'autre sens. Cette vitesse limite, je l'ai calculée juste là. C'est... Donc, de la même manière, ce terme-là est toujours un terme de saturation. Ok. Je vais juste préciser rapidement ce que je veux dire par vitesse forte ou vitesse faible, et après je vais passer à autre chose. Donc, c'est pas très correct de dire que la vitesse est faible ou forte si j'ai pas de vitesse de référence à laquelle la comparer. Pour cela, je vais faire un peu d'analyse dimensionnelle. Donc, l'expression de ma force va dépendre de la vitesse, du rayon de ma bille, de sa masse volumique et de la viscosité dynamique qu'on a introduit juste dessus. Je mets juste en dessous les dimensions, la vitesse c'est en L-T-1, le rayon c'est en L, la masse volumique c'est en M, M-3, et la viscosité dynamique, je la donne, c'est en M, L-1, T-2. T-1. C'est mieux. Avec tout ça, j'ai 4 grandeurs physiques et 3 dimensions indépendantes, qui sont M, L et T. Donc, d'après le théorème Pi, qui vous a été introduit gentiment par Loïse pendant la séance de physique du nucléaire, je peux construire une grandeur physique sans dimension qui rassemble ces 4 grandeurs physiques. Ce nombre sans dimension, qui est cher aux mécaniciens des fluides, s'appelle le nombre de Reynolds. Et là, cette expression-là, je peux l'écrire sous une autre forme, avec un V étoile que j'ai introduit. Donc ça, c'est assez commode parce que du coup, maintenant, on a une vitesse de référence à laquelle comparer notre vitesse. Bon, je vais pas faire l'application numérique en live, mais pour le cas de l'expérience juste avant, le nombre de Reynolds était à peu près égal à 0,1. Si le nombre de Reynolds est grand devant 1, ça veut dire que la vitesse est grande devant la vitesse caractéristique, donc les frottements sont quadratiques. Inversement, si le nombre de Reynolds est petit devant 1, la vitesse est petite devant la vitesse caractéristique, et on aura tendance à avoir des frottements linéaires. Donc dans le cas précédent, on était plutôt dans le régime linéaire des forces de frottement, ce qui est cohérent avec tous les calculs qu'on a fait et la conclusion de l'application numérique. Ok. Maintenant qu'on a à peu près bouclé les considérations dynamiques du point matériel, on va parler d'énergie. L'énergie, vous en avez parlé dans la séance de thermodynamique. Évidemment, l'énergie, c'est un concept qui revient dans tous les domaines de la physique, et particulièrement en mécanique.
On va commencer par parler de la puissance d'une force. Pour une force ou quelconque F, la puissance est définie par la force produit scalaire avec la vitesse du point M. Je mets un petit chapeau sur les égalités quand c'est la définition. Ce qui n'est pas précisé dans cette définition, c'est que la puissance d'une force dépend de plein de choses, elle dépend du référentiel notamment. Je vais parler un peu d'analyse dimensionnelle aussi. Donc on sait qu'une force a pour dimension ML moins 2. Naturellement, une puissance, ça va être en M L2 T-3. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la puissance d'une force? J'introduis une petite terminologie qui correspond aux différents cas du signe de la puissance. Lorsque la puissance d'une force est positive, on dit que la force correspondante est motrice. Lorsque la puissance d'une force est négative, on dit que la force correspondante est résistante. Et lorsque la puissance est nulle, la force ne travaille pas. Ok. Bon, voilà. Je vais introduire maintenant le travail d'une force. En commençant par définir le déplacement élémentaire. Considérons un point matériel M qui se déplace sur une trajectoire. Je vais faire une photographie du point matériel à l'instant T. Voilà, c'est le point M à l'instant T. Et une photographie du point M à l'instant T plus dt. Avec dt qui est une quantité infinitésimale, c'est-à-dire que dt est aussi petit que l'on souhaite. Le déplacement élémentaire, ça va tout simplement être le vecteur qui relie m de t plus dt à n de t. Is not dr. Donc c'est aussi une quantité infinitésimale. Dr est aussi petit en norme qu'on veut, à mesure que dt est aussi petit qu'on veut. Ce qu'on remarque, c'est qu'avec cette définition, on est très très proche du cas de la vitesse instantanée d'un point matériel. En le sens que le vecteur déplacement élémentaire est toujours tangent à la trajectoire du point M. Donc ça rappelle évidemment la vitesse instantanée, et d'ailleurs les deux sont reliés par la relation suivante. Maintenant, une fois que j'ai fini ce travail élémentaire, je vais pouvoir définir une quantité qui est homogène à une énergie, qui s'appelle le travail d'une force. Donc le travail élémentaire, c'est aussi une quantité infinitésimale, qu'on appelle delta W. Ça va être le produit scalaire de la vitesse avec le déplacement élémentaire. Ça, c'est la définition. Maintenant,
Si j'utilise la relation que je donnais juste ici, on peut identifier ici la puissance de la force F. Okay. Donc le travail élémentaire, c'est un infinitésimal qui peut être défini soit plutôt d'un point de vue spatial, soit plutôt d'un point de vue temporel avec la puissance d'une force. Okay. Maintenant, là vous avez déjà peut-être rencontré des infinitésimaux. C'est lorsqu'on fait une somme de plein d'éléments infinitésimaux, notamment là sur la trajectoire du point M, on peut se demander, tiens, je sais quel est le travail infinitésimal d'une certaine force sur ce tout petit segment de trajectoire. Si j'additionne les travaux infinitésimaux sur toute la trajectoire, qu'est-ce que ça me donne ? Je reprends mon dessin de trajectoire ici. Le point M, il va d'un point initial A à sa destination qui sera le point B. Et cette trajectoire, c'est un chemin que je vais appeler gamma. Le travail de la force F pour M allant de A à B sur le chemin gamma est donné par l'intégrale sur toute la trajectoire, donc sur tout le chemin, des contributions du travail infinitésimal. Ça paraît peut-être assez abstrait pour le moment, mais je vais assez vite faire des exemples concrets pour qu'on comprenne déjà pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'introduire cette quantité et ensuite comment la calculer dans des cas pratiques. Je vais juste rapidement donner des expressions alternatives. Donc si j'utilise la définition du travail infinitésimal, le travail macroscopique peut s'écrire aussi de cette formule-là. Donc c'est une intégrale sur l'espace. Et en remplaçant donc, f scalaire dr par la puissance de f dt, on peut obtenir l'intégrale sur le temps, avec TA qui est le temps auquel le point M est à l'abscisse, enfin, est au point A, et TB le temps pour lequel le point M est au point B. Comme j'ai dit, le travail, c'est une quantité qui va être homogène à une énergie. C'est pour ça que je voulais faire un petit tableau d'analyse dimensionnelle. Et on peut réinterpréter aussi les différents cas d'une force motrice et résistante en fonction justement de l'énergie. Donc, lorsque la puissance est supérieure à 0, le travail infinitésimal va aussi être supérieur à 0. Et dans ce cas-là, le système reçoit de l'énergie de la part de la force F. Dans le cas contraire, c'est le système qui va céder de l'énergie. Et dans le cas où la force ne travaille pas, il n'y a pas de transfert d'énergie. Maintenant, l'intérêt d'introduire cette grandeur,
c'est qu'elle va donner accès à des nouveaux théorèmes qui sont des cas dérivés du principe fondamental de la dynamique et qui sont assez utiles et parfois plus faciles à utiliser et moins pédestres que le principe fondamental de la dynamique. Donc, une énergie très simple en mécanique, dont vous êtes tous déjà probablement au courant et témoins quand vous rentrez dans un mur à haute vitesse, par exemple. Ça fait mal. C'est-à-dire que quand on a le point M qui bouge avec une certaine vitesse, il a une énergie qui est causée par cette vitesse. C'est l'énergie cinétique. Ok. La question maintenant, c'est de savoir comment évolue cette énergie cinétique. Okay. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Je vais simplement dériver l'énergie cinétique par rapport au temps. 1/2 de m, c'est une constante. Et ensuite, les dérivées de vecteurs, c'est pas forcément évident, mais la norme au carré du vecteur vitesse, c'est aussi égal à v au carré, c'est-à-dire v scalaire v. Et ça me permet de, en dérivant, d'obtenir du 2v scalaire dv sur dt. Les deux ce qu'on pense, ici c'est un point. Donc au final, j'obtiens v scalaire, la dérivée temporelle de la quantité de mouvement. J'applique le principe fondamental de la dynamique. Et j'obtiens que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, ça va être V scalaire, la résultante des forces extérieures, à savoir la puissance des forces extérieures. Ça, c'est ce qui s'appelle le théorème de l'énergie cinétique. Ou le TEC pour les intimes. Il y a une deuxième version assez pratique aussi du TEC, lorsque je décide d'intégrer cette équation par rapport au temps. Je m'exécute. Donc mon point matériel M est toujours sur sa trajectoire qui va du point A au point B. Je reconnais de ce côté-là la définition du travail de la force extérieure sur la trajectoire du point. Et de ce côté-ci, j'ai l'intégrale d'une dérivée, ça va simplement être la différence entre EC à l'instant TB, ou EC en B, simplement, et EC. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique version différentielle. Et ça, c'est la version du théorème de l'énergie cinétique qu'on appelle la version intégrale.
Ok, on va rapidement faire quelques petits exemples de calcul de puissance de force. Par exemple, pour la force de frottement linéaire, si je scalarise la force avec la vitesse, on obtient avec les mêmes notations qu'avant du moins lambda v carré, qui est toujours inférieur à 0. Donc la force de frottement linéaire et quadratique aussi sont toutes les deux des forces résistantes. Maintenant, si je prends par exemple une situation qu'on avait traitée dans la séance précédente, où on a un palais qui glisse sur un plan incliné, avec une réaction normale qui est perpendiculaire au plan incliné et donc perpendiculaire à la vitesse du plan matériel. Si j'ai produit scalaire entre la vitesse et la réaction normale, j'obtiens simplement 0 parce que Rn est perpendiculaire à AP, et donc Rn ne travaille pas. Voilà, donc on peut rajouter ici quand même une note assez importante qui est que si la puissance de F vaut 0, ça correspond au cas où la force est perpendiculaire à la trajectoire. Je fais rapidement aussi un petit exemple de calcul de travail. Et aussi un exemple d'utilisation du théorème d'énergie cinétique intégrale. Donc on considère un point matériel M qui se déplace sur un plan plat dans le champ de la terrestre. Et ce plan, il n'est pas complètement lisse. Il a une certaine rugosité et qui fait qu'on va avoir une force de frottement solide entre le point matériel M et le sol. Donc je note le coefficient de frottement dynamique FD. Initialement, le point M est lancé avec une vitesse V0 et donc s'exerce sur lui son poids, la réaction normale qui compense le poids parce que le point M reste collé au sol. Donc là, est égal à moins P. Et une réaction normale. Donc, en exploitant la situation d'équilibre, je sais donc que Rn, en tout cas la norme de Rn, ça va être Mg. Et j'en déduis par la loi de Coulomb, sur le cas du glissement avec frottement, que RT, donc RT scalaire moins EX, est égal à Mg fois le coefficient de frottement de ligne. Okay. Je veux appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Pour ça, il faut que je calcule le travail. L'objectif final, c'est de calculer X max, mais je n'ai pas introduit, ça c'est la x. Et X max, ça va être l'abscisse à laquelle le point M va s'arrêter de bouger. Donc le travail du point initial que je vais appeler O et du point d'arrêt que je vais appeler A. Sur le chemin gamma qui est simplement une ligne droite d'axe X, ça va donc être l'intégrale pour X allant de 0 de 0 à X max du travail infinitésimal, soit donc de la force scalaire EX fois la quantité infinitésimale dx. Okay. Maintenant j'utilise l'expression de RT. Je vais avoir moins MGFD, l'intégrale allant de 0 à X max,
2dx. Pas trop difficile à calculer. J'obtiens simplement mgfd fois x. Ok. Maintenant, j'applique le TEC. Donc l'énergie cinétique au point A, elle est nulle. Pourquoi? Parce que le mobile est à l'arrêt. Moins l'énergie cinétique au point B. Donc ça va être moins 1 demi de m v0 carré, égal à moins x max, et j'en déduis x max ok. Donc ça, c'est comme ça qu'on utilise le théorème d'énergie cinétique sous sa forme intégrale. Je jette. Moi, la masse se simplifie. Hein? Pardon, les m se simplifient. J'ai phasé. Est-ce que c'est dimensionnellement correct? On a du L2 sur T2, du L sur T2, c'est une longueur. Ok. Maintenant, vous avez déjà probablement entendu parler, si vous avez déjà entendu parler d'énergie cinétique, vous avez sûrement aussi entendu parler d'énergie potentielle, et c'est ce que je vais essayer d'introduire ici. Il existe une catégorie de forces un peu spéciales qui sont assez privilégiées, qui sont les forces conservatives. Donc on dit que F est conservative si le travail, par exemple d'un point A à un point B, ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire que mon travail infinitésimal, pas infinitésimal, intégral, que j'ai initialement appelé W de A vers B, est fonction aussi d'un chemin gamma. En réalité, cette information du chemin gamma n'a pas d'importance et le travail dépend uniquement de la force, mais du point d'arrivée et du point de départ de notre point matériel. Dans ce cas-là, on peut montrer que f est associé à une fonction EP, appelée énergie potentielle, et qui est telle que EP ne dépend pas explicitement du temps. Ça veut dire que EP peut s'écrire comme une fonction des coordonnées spatiales. Et d'autre part, la force F est reliée à l'énergie potentielle par la dérivée spatiale de l'énergie potentielle. Donc en une dimension, par exemple le long de l'axe X, on a une force F qui est égale à sa norme F ou sa composante F sur X. Et cette composante-là va être reliée à l'énergie potentielle de la manière suivante. Okay. Donc la force
ça va être la dérivée spatiale, enfin moins la dérivée spatiale de l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, évidemment, c'est une énergie. Donc cette relation-là, on peut l'interpréter de la manière suivante. La force F, le vecteur force, pointe vers la direction vers laquelle EP diminue. Autrement dit, la définition de l'énergie potentielle de cette manière-ci s'interprète comme la force d'un point M, en tout cas une force conservative, va avoir tendance à diminuer l'énergie du système. Pour une force conservative, je peux donc exprimer le travail intégral, qui, je rappelle, ne dépend plus du chemin suivi. Ça va tout simplement être en une dimension, c'est plus simple. Donc j'ai la dérivée, j'ai l'intégrale d'une dérivée, ça va simplement être la différence des deux. Okay. Le signe moins est ici très important. Et autre chose qui est importante, c'est que l'énergie potentielle, du fait qu'elle est reliée à la force par une dérivée, et que quand on calcule le travail intégral, on est non pas une énergie absolue, mais une différence d'énergie, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie potentielle est définie à une constante près. Et cette constante-là, elle n'a pas d'interprétation physique, en tout cas pas en mécanique classique. Parce que ce qui va nous donner des informations de valeur sur notre système, ça va être simplement la différence des énergies et pas l'énergie en tant que grandeur absolue. Est-ce que tu fais une toute petite pause? Oui. Ça lag un peu, on peut attendre juste quelques secondes. Ouais, bien sûr. Ça lag depuis combien de temps? Depuis 10 secondes. Ok. Ça a l'air d'être revenu à peu près. Vas-y, entends-moi, tu pourras continuer. Ok, donc je reprends si ça laguait un peu. Ce que j'étais en train de dire, c'est que en mécanique classique, il n'y a pas de valeur absolue de l'énergie qui nous intéresse, et la seule chose qu'on va interpréter, ça va être des différences d'énergie. Je vais faire des petits exemples. Ok, je prends l'exemple d'une force bien connue qui est le poids. Par exemple, avec un axe vertical Z ascendant, poids ça va être mg, moins mg sur un z. Ok. Donc, je vais chercher une énergie potentielle étant une fonction de l'altitude, telle que sa dérivée est égale à moins mg. Ça revient à simplement faire une primitive de moins mg, avec un signe moins. Et une constante qui n'a pas d'importance. Conclusion, l'énergie qu'on appelle énergie potentielle de pesanteur, ça va être m de z plus une constante. Donc le poids est une force conservative. J'aurais peut-être dû le mentionner plus tard. Autre exemple de force conservative, ça va être la force de rappel par tenseur.
Ok. Donc de la même manière, je cherche une fonction, cette fois-ci de l'abscisse x, dont la dérivée va être kx moins f0. Et un choix raisonnable, ça va être k sur 2, x moins l carré plus constante. Voilà, donc on a une énergie qui va être quadratique en l'écart à la position d'équilibre. Ok. Dernier théorème que je vais introduire, théorème énergétique, c'est le théorème de l'énergie mécanique. Aussi connu sous le nom de TEM. Donc l'énergie mécanique, elle est définie comme la somme de l'énergie potentielle, de l'énergie cinétique, excusez-moi, et de l'énergie potentielle des forces extérieures qui s'exercent sur mon point M. Okay. Donc même question que pour l'énergie cinétique, on se demande quelle est l'évolution de l'énergie mécanique. Je sais déjà comment EC évolue parce que c'est le théorème de l'énergie cinétique. Ce que je ne sais pas, c'est comment l'énergie potentielle évolue en fonction du temps. J'ai dit que l'énergie potentielle, c'était une fonction qui ne dépendait pas explicitement du temps, c'est-à-dire qu'elle peut s'écrire sous la forme EP de x. Mais x, ce dont il faut se rappeler, c'est que x, ça va être une coordonnée associée au point M, qui est décrite par les équations horaires qui, elles, dépendent du temps. Donc en réalité, EP change avec le temps simplement. Je peux l'écrire comme une fonction de la position sur le. Donc la dérivée temporelle, d'après la règle de la chaîne ou la règle de composition des dérivées, ça va être la dérivée temporelle de x fois la dérivée par rapport à x de l'énergie potentielle. Ça, je le connais, ça va être moins la force suivant x, et ça va être la vitesse suivant x. De manière plus générale, en 3 dimensions, on va avoir moins le produit scalaire entre la vitesse et la force, qui est simplement égal à la puissance des forces. Petite précision que je rajoute, c'est que évidemment pour définir l'énergie potentielle, il faut que la force soit conservative. Je vais mettre un petit exposant C pour dire qu'elle est conservative. Okay. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ma résultante des forces, donc ça correspond à la somme tout simplement de toutes les forces qui s'appliquent sur mon point M, et je vais la scinder en deux. Je vais prendre d'un côté les forces conservatives pour lesquelles je peux définir l'énergie potentielle, et les autres, qui vont être les forces non conservatives. Maintenant, je peux calculer la dérivée temporelle totale de mon énergie mécanique. La dérivée de l'énergie cinétique, ça va me donner la puissance de la résultante des forces. Et la dérivée de l'énergie potentielle, ça va me donner moins de la puissance des forces conservatives. Okay. La puissance est linéaire dans la force, du coup je peux simplement écrire ça. Autrement dit, l'évolution temporelle de l'énergie mécanique est donnée par la puissance des forces non conservatives. C'est-à-dire qu'on a retiré la puissance de toutes les forces conservatives parce qu'on connaît leur énergie potentielle et elles sont incluses dans l'énergie mécanique. Donc le TEM est équivalent au TEC. Simplement, il est plus pratique quand vous avez un système avec des forces conservatives et que vous connaissez leurs énergies potentielles.
Et de la même manière que pour le TEC, je peux introduire une version intégrale qui va relier la différence de l'énergie mécanique au travail des forces non conservatives, et j'introduis quand même le chemin gamma parce que les forces conservatives, leur travail dépend du chemin suivant. On va faire un petit exemple d'application. Tout est marqué là, donc je pense que je vais passer ça. Ok. Donc, moi je suis au niveau du sol et je lance une balle, j'assimile à un point matériel de masse M vers le haut. J'arrive à produire une vitesse initiale V0. Et la question que je me pose, c'est, connaissant la puissance que j'injecte à la balle, à quelle altitude elle va arriver avant de redescendre vers moi. Donc, j'ai appelé cette altitude-là Zmax. La balle part du point O, arrive, allez, j'appelle encore A, arrive au point A. Le système est conservatif parce que la balle est en chute libre, tout simplement, elle est soumise qu'à son poids, donc je connais l'énergie potentielle. Je peux appliquer directement le TEM, on voit qu'ici il n'y a pas besoin de calcul de travail, pas besoin de calcul d'intégrale. Et je vais avoir l'énergie mécanique en A qui est égale à l'énergie mécanique en O. L'énergie cinétique en A, notez qu'elle est nulle parce que le point A, c'est le point où la balle arrive à son apogée, et donc sa vitesse s'annule puis change de signe. Donc la différence d'énergie potentielle, ça, je passe à l'autre côté, ça va être mgzmax, qui est égal à l'énergie cinétique initiale, 1 demi n v0 carré. Conclusion, l'altitude maximale ou la position de l'apogée du point M, ça va être 0 carré sur 2G. Donc c'est un exemple simplissime, mais on remarque quand même l'intérêt du TEM déjà par rapport au PFD, parce que tout ce qui nous intéresse ici, c'est une information sur la vitesse et la position du point M au point A. Et on ne s'intéresse pas du tout à la dynamique et au détail du mouvement de M. On ne cherche pas du tout à obtenir les équations horaires, même si on pourrait le faire. Simplement, on a un gain de temps phénoménal par rapport à juste appliquer le PFD pour obtenir les équations horaires. En parlant de ça, je vais faire un petit point méthode, parce que maintenant qu'on a des bons outils pour traiter d'un problème de mécanique, le PFD et les théorèmes énergétiques, ils sont pas équivalents. Et c'est juste simplement faire un petit point sur quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre. Donc les théorèmes énergétiques, le TEC, le TEM, les situations où il fait bon de les utiliser, c'est lorsqu'on a un problème unidimensionnel. Unidimensionnel, ça ne veut pas forcément dire une abscisse X, ça peut être par exemple aussi l'énergie, la position de mon mobile est déterminée par, je sais pas, une abscisse X, mais ça peut être aussi un angle θ si on est en coordonnées polaires. Ça reste un problème unidimensionnel.
D'autre part, c'est intéressant de les appliquer lorsque les forces qui s'appliquent à mon système soit sont des forces conservatives, soit les forces qui ne sont pas conservatives, c'est des forces qui ne travaillent pas. Ou dans un cas désespéré comme celui qu'on a traité avec le sol rugueux, les forces non conservatives qui travaillent, on peut calculer leur travail facilement. Et ce travail-là était facile à calculer parce que tout simplement, je rappelle que la force de réaction tangentielle, tout simplement, c'était une force qui était complètement constante. On a vu que le théorème et le TEC se déclinaient en deux versions, donc la version différentielle et la version intégrale. La version différentielle, elle va permettre, donc dans un problème par exemple unidimensionnel, d'aboutir à des équations différentielles. Et la version intégrale, comme on l'a fait déjà 2 fois, va permettre, donc, dans le cas où on n'est pas intéressé aux détails des équations horaires, de comparer le statut du point M à un point A et à un point B. Ok. Pour tout le reste, c'est le PFD. Pourquoi? Parce que le PFD permet de résoudre des problèmes dans n'importe quelle dimension. Et là où le PFD réussit alors que les théorèmes énergétiques échouent, c'est dans le cas où, par exemple, dans le cas des frottements solides, où on a des forces inconnues, donc typiquement des forces de liaison, et on se sert du PFD pour exploiter une situation d'équilibre et trouver l'expression de ces forces-là. L'avantage des théorèmes énergétiques sur le PFD étant surtout un gain de temps et d'efficacité. Et aussi, pas besoin de projection, parce que le PFD souvent demande de projeter des vecteurs, ce qui marche, mais qui peut être long et parfois qui peut causer des erreurs. Les théorèmes énergétiques n'étaient pas encore utilisés dans la version différentielle. Je vais donner rapidement un exemple. C'est avec l'exemple du pendule simple, que vous avez déjà abordé dans la séance sur l'oscillateur harmonique. Donc j'ai un point N qui se balance au bout d'un fil, donc là, qui est retenu par la tension du fil, et ça applique également son poids. J'ai noté Zm, l'altitude du point N. Et si je fais rapidement un bilan des forces, on a donc 2 forces qui s'appliquent. Là où c'est intéressant d'utiliser un théorème énergétique, c'est que la force de tension du fil, elle est toujours orthogonale à la vitesse. Parce que T s'exprime comme T suivant, ou alors moins T suivant R. Et la vitesse, ça va être la longueur du fil. Θ point suivant le θ. Et que R est perpendiculaire à Eθ. Donc la tension ne travaille pas, ce qui fait que même si c'est une force a priori qui est non conservative, elle ne va pas nous embêter. Maintenant, le poids, lui, va travailler, mais on peut le décrire par son énergie potentielle, qui va être une fonction de θ. Ça tombe bien parce que du coup je fais un exemple en polaire aussi. Ça va être donc mgz de m. Et z de m, si j'introduis l'angle θ juste ici, ça va être moins L cos θ.
j'applique le théorème de l'énergie mécanique différentielle. Et j'obtiens que la dérivée de l'énergie mécanique est nulle. Donc, je dirais tout ça par rapport au temps. Il faut faire attention que, comme on dérive par rapport au temps et que θ est une fonction du temps, on applique toujours la règle de composition. Donc, ici, quand je dérive le cosinus de θ, en réalité, j'ai du θ point sin θ. Okay. Tout ça est égal à 0, donc je peux me débarrasser des masses, je peux me débarrasser d'une longueur ici, et ce qui est intéressant, c'est que les θ points également sont constants. Et finalement, qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'équation différentielle du pendule simple. Okay. Donc voilà à quoi sert le théorème de l'énergie mécanique différentielle. Dernièrement, toujours sur l'énergie, c'est pas un théorème, mais quand on a un système avec que des forces conservatives, on peut s'intéresser au profil d'énergie potentielle. Donc on a un système avec que des forces conservatives, que j'appelle un système conservatif. Ça veut dire que mon énergie mécanique, c'est une constante du temps. Donc, à chaque instant t, on va juste avoir EC de t plus EP de t qui seront égales à une constante. Ça veut dire que le système ne peut que troquer son énergie cinétique contre son énergie potentielle. C'est ce que vous faites dans le cas d'une chute libre, par exemple. Vous troquez l'énergie potentielle de pesanteur contre l'énergie cinétique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer l'allure de mon énergie potentielle en fonction de la coordonnée d'intérêt, donc par exemple si c'est x. Je prends un profil qui est à peu près quelconque et qui va nous permettre d'étudier tout ce dont on a besoin. Donc notre point M, initialement, il va avoir une certaine énergie mécanique, EM, qu'on va représenter ici par une ligne droite, parce que c'est une constante. Maintenant, sur ce graphe-là, on peut assez facilement retrouver l'énergie cinétique, parce que, imaginons que mon système soit, par exemple, à l'abscisse x1, son énergie potentielle, ça va être EP1, et l'énergie cinétique, ça va tout simplement être l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Donc en réalité, l'énergie cinétique, c'est ça. Lorsque mon système se déplace, il va pouvoir échanger donc, son énergie potentielle contre son énergie cinétique. Par exemple, je sais pas, on a l'abscisse x2. Okay. Maintenant, à partir de la définition de l'énergie cinétique, pour que l'énergie cinétique ait un sens, il faut que ce soit une grandeur qui soit positive, parce qu'elle est définie comme 1 demi de mv au carré. Ça veut dire que mon système ne pourra jamais se trouver en dessous de la courbe d'énergie potentielle, en termes d'énergie. Donc tout ça, là,
c'est interdit. Je reprends le cas où l'énergie mécanique de mon système, c'est cette ligne rouge. Alors, le point matériel peut se déplacer librement donc, de cette abscisse-là à l'infini s'il le veut, parce que j'ai décidé que le profil d'énergie potentielle ensuite était plat et tendait vers 0. Ça, c'est ce qu'on appelle un état libre ou un état de diffusion. C'est-à-dire que le point M peut se déplacer à un domaine de déplacement autorisé qui est infini. Donc c'est le cas pour n'importe quelle énergie mécanique qui va être supérieure à celle-ci. Parce que vous voyez que si jamais, au contraire, l'énergie mécanique de mon point M se situe plus bas, et que initialement mon système est par exemple à cette abscisse-ci, alors son mouvement sera restreint entre deux abscisses maximales et il ne pourra que osciller entre les deux. Okay. Donc ça, ce qu'on appelle les états liés. Alors bien sûr, si jamais l'énergie mécanique est celle-ci, mais que mon mobile était initialement de ce côté-ci, il pourra quand même se déplacer vers l'infini, donc c'est quand même un état libre. Maintenant, les profils d'énergie potentielle, c'est un outil très utile quand il s'agit d'étudier l'équilibre des systèmes. Parce que on dit généralement que le point M est à l'équilibre lorsque, d'une part, sa vitesse est nulle, mais il ne suffit pas seulement que la vitesse soit nulle, il faut aussi que son accélération soit nulle. Le fait que la vitesse soit nulle, on peut le comprendre comme l'énergie cinétique est nulle, et donc l'énergie potentielle est strictement égale à l'énergie mécanique. Sur le diagramme d'énergie potentielle, ça veut dire que le système se trouve sur un point qui est collé à la courbe d'énergie potentielle, parce qu'il n'a pas d'énergie cinétique. Okay. Maintenant, la deuxième condition, donc l'accélération est nulle, ça veut dire que la résultante des forces est nulle, et donc que la dérivée spatiale de l'énergie potentielle est également nulle. Donc en prenant ces deux conditions en compte, on peut identifier sur la courbe d'énergie potentielle les positions d'équilibre simplement au moment où la dérivée de l'énergie potentielle est nulle, donc aux extrémums. Si par exemple j'en ai deux, j'ai deux positions d'équilibre. Alors ces deux équilibres, on peut le voir, hein, ils sont différents. Ils sont différents, il y en a un qui va être stable et l'autre qui va être instable. Vous avez déjà parlé un peu de stabilité et d'instabilité de position d'équilibre à l'occasion du cours sur l'oscillateur harmonique. Si je prends par exemple cet état-ci et que je donne à mon point matériel une petite énergie cinétique. Voilà, je le monte ici, il va avoir tendance à se déplacer
et quand il va perdre de l'énergie et de l'énergie cinétique, il va retomber dans cet endroit qu'on appelle une cuvette de potentiel. Si je prends cette situation-ci maintenant, je donne une petite énergie cinétique à mon point M, ou sinon ce que je peux dire c'est que, c'est même, je pense me dire ça, c'est que je déplace un tout petit peu mon point M de sa position d'équilibre. Donc par exemple, il était initialement ici, je le déplace par là ou de l'autre côté. On peut voir que même si je lui donne un tout petit peu d'énergie, il va se retrouver dans un état de diffusion de ce côté-là, ou dans un état, oui, ce sera aussi de la diffusion, ou alors en état libre. En tout cas, le point M ne reviendra pas sur sa position d'équilibre. Donc ici, c'est une situation d'équilibre instable, et là, c'est une situation d'équilibre stable. La stabilité de la position d'équilibre est donnée, comme on peut le voir ici, par la convexité de l'énergie potentielle à l'extrémum. Donc, par exemple, j'ai un extrémum en x étoile. Si la dérivée seconde de l'énergie potentielle en x étoile est supérieure à 0, l'équilibre est stable. Si elle est inférieure à 0, l'équilibre est instable. On va essayer d'utiliser tout ça dans un exemple. Donc, le système est le suivant. J'ai une tige infinie dirigée par l'axe X, sur laquelle je mets mon point M, mon point matériel M, qui en réalité est un anneau. Un anneau du coup qui peut se déplacer que suivant l'axe de la tige. Cet anneau, je vais le contraindre et l'attacher à un point fixe par un ressort. Le point fixe, il va être situé donc, à l'origine des X, mais décalé de la tige d'une distance t, par exemple. Donc mon système, à nouveau, il n'est pas conservatif parce qu'il y a probablement une force de liaison qui fait que mon anneau il peut se déplacer que sur la tige. Ce que je sais, c'est que cette force qui maintient l'anneau sur la tige, elle va être forcément orthogonale au déplacement du point M, donc elle ne travaillera pas. Donc en réalité, la seule force qui va nous intéresser, ça va être la force de rappel du ressort, dont on connaît l'énergie potentielle. Je sais que la distance L est reliée à d et x par le théorème de Pythagore. Comme je décidais de prendre une longueur qui était positive, je vais exprimer simplement comme ça. D'où l'énergie potentielle élastique, d'après la formule que j'ai énoncée précédemment. Ça va être une fonction uniquement de x, un problème unidimensionnel. Donc on est exactement dans le cas qu'il faut. Ok. Moi, je m'intéresse aux positions d'équilibre du point M. C'est ça l'objectif, c'est de savoir, en fonction des valeurs de D et de L0, quelles sont les positions d'équilibre du point M. Pour ça, je vais m'intéresser à la dérivée de l'énergie potentielle.
calcul, ça va nous donner quelque chose de ce genre-là. Ok. Donc l'énergie potentielle atteint l'extrémum, soit quand x est nul, soit quand x carré plus d carré est égal à L0 carré, qui a comme solution plus ou moins L0 carré moins d carré, seulement si la longueur à l'équilibre est plus grand que l'écart du point d'attache à la tige. Donc, dans le cas où L0 est plus grand que D, je vais avoir trois positions d'équilibre, une en 0 et deux autres en une position qui ne va pas être 0. Est-ce que tu peux changer de couleur, s'il te plaît, le L0D, on voit pas très bien. Là, celui-là? Ouais. Yes. Merci. Voilà. Ok. Bon, je n'ai pas calculé la valeur, l'exacte valeur de l'énergie potentielle, parce que je pourrais translater en haut ou en bas mon profil d'énergie potentielle, ça ne changerait rien à la physique. Donc je trace juste l'allure approximative de mon énergie potentielle en fonction de x. Ok. Maintenant, dans la situation où F0 est inférieur à D, ces deux positions d'équilibre-là n'existent plus. La seule position d'équilibre possible, c'est celle où x égale à 0. Et on va avoir une forme qui va plutôt ressembler à quelque chose comme ça. J'extrapole à l'infini parce que je sais que quand x tend vers plus ou moins l'infini, mon énergie potentielle tend aussi vers l'infini, comme le carré de x. Ok. Donc, on peut faire le calcul de la dérivée seconde de l'énergie potentielle, mais sinon on peut juste regarder le dessin et se convaincre que ça marche. Donc, quand L0 est supérieur à D, la position d'équilibre où mon mobile va être à l'abscisse 0, elle va être instable parce que le ressort, si jamais je déplace un tout petit peu mon point M, le ressort va avoir tendance à pousser mon point M vers l'extérieur parce que la position d'équilibre du ressort, c'est quand L est égal à L0. Et je sais que L peut être égal à L0 parce que L0 est supérieur à B. Ok. Dans le cas où mon point d'attache est situé plus loin que L0, alors L ne pourra jamais être égal à L0, elle sera toujours supérieure à L0. Et donc la seule position d'équilibre, cette fois-ci qui sera stable, ça va être celle où le point M est au milieu de la tige. Donc non seulement on va avoir des positions d'équilibre qui apparaissent lorsqu'on dépasse cette valeur critique, mais en plus, la position d'équilibre qui était stable en x égale 0 devient instable, ou réciproquement si on le fait dans l'autre sens. Ok, il me reste 15 minutes. Je pense qu'on a fini avec l'énergie. On va parler un peu d'autre chose. Jusqu'à présent, on n'a considéré que des systèmes très simples, qui étaient des systèmes constitués d'un seul point matériel. Mais de manière plus générale, on pourrait étudier, avec le principe fondamental de la dynamique, un système qui consiste en l'union de plein de points matériels.
N points matériels, ça veut dire qu'on a N fois le principe fondamental de la dynamique. Donc on a un principe fondamental de la dynamique pour chaque point matériel. Ces équations-là vont être en général extrêmement compliquées à résoudre parce que les points matériels interagissent entre eux et donc les équations données par le principe fondamental de la dynamique vont être couplées entre elles. Ok, je vais introduire la notion de centre d'inertie. Donc, je vais donner la définition directement. Donc, on appelle G le centre d'inertie du système sigma. Le point dont la position est donnée par le vecteur OG, c'est le vecteur position du point G. Et ça va être une moyenne des vecteurs position de tous les points qui constituent le système sigma. On connaît une forme de moyenne qui va être pondérée par la masse de chacun des points MI. Alternativement, si je prends comme origine de mon système le point G, donc si O égale G, je vais avoir simplement GG qui est le vecteur nul. Et ça me donne une définition alternative du centre d'inertie. Qui est peut-être d'ailleurs plus naturel. Ok. Pourquoi est-ce que le point G est intéressant? Parce que pour ce point spécifique, malgré le fait que les équations du PFD soient toutes couplées entre elles et infâmes à résoudre, l'équation du mouvement de G, elle, est beaucoup plus simple. J'ai énoncé ce qu'on appelle le théorème du centre d'inertie ou le TCI, qui stipule que, je vais introduire la masse totale. Bon, ça c'est pas le théorème, hein, c'est juste la masse totale qui est égale à la somme des masses de chacun des points. Okay. Le théorème du centre d'inertie, il nous dit que la masse totale fois l'accélération de G dans la référence d'habitude, considérée galiléen, ça va être égal à la force, la résultante des forces extérieures sur le système. Okay. La raison pour laquelle toutes ces équations-là étaient difficiles, c'est parce que y a des forces intérieures entre les points matériels MI. Et ce qu'on marque ici, c'est que le principe fondamental de la dynamique appliqué au point G supprime toutes ces forces intérieures et on se retrouve simplement avec les forces extérieures qui s'appliquent sur le système. C'est pas très dur à démontrer, mais je vais le démontrer seulement pour 2 points matériels. Donc, je vais avoir PFD numéro 1. Et les forces qui vont s'exercer sur mon point M1, ça va être d'une part les forces que l'extérieur exerce sur mon point M1, et d'autre part les forces que mon point M2 exerce sur mon point M1. Réciproquement, pour le point M2, on va avoir les forces extérieures sur le point M2 et les forces du point M1 exercent sur le point M2. Okay.
maintenant, dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est d'additionner ces deux équations. Et on obtient, donc, par linéarité de la dérivée temporelle, on va avoir la dérivée seconde temporelle de M1 vecteur position de M1 plus M2 vecteur position de M2 qui est égal à force extérieure sur 1, force extérieure sur 2 plus F de 1 sur 2 plus F de 2 sur 1. Ici, on reconnaît la définition du centre d'inertie. Je vais prendre, pour plus de clarté, je vais quand même remplacer le point O par mon point G. J'ai décidé de prendre l'origine de mon repère au point G. Parce que c'est pas mal. Non, pardon. C'est très bien comme ça. Donc ça va être égal à la masse totale fois le vecteur position du centre d'inertie. Et de ce côté-ci, je vais identifier donc la somme des forces extérieures, ça va être force extérieure sur le système. Et ici, vous voyez où je veux en venir. D'après la troisième loi de Newton, la force de 1 sur 2, c'est strictement égal à moins la force de 2 sur 1. Donc en réalité, ces deux forces se compensent. Et c'est ce principe-là qui fait que, même pour un système de n points matériels quelconque, toutes les forces intérieures se compensent, et on se retrouve avec cette équation-ci. Enfin, avant de terminer, je vais introduire rapidement le modèle du solide indéformable. Ok. Bon, le TCI c'est très bien, mais c'est quand même pas entièrement satisfaisant. Parce que initialement, j'avais un système de 3 équations données par les NPFD, et le TCI, ça représente seulement 3 équations. Okay. Donc, même si je connais le mouvement du centre d'inertie, les autres points qui constituent le système, ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Sauf dans le cas d'un système très particulier, qui est le cas du solide indéformable. Donc un solide indéformable, ça va être un ensemble de points matériels avec une propriété supplémentaire un peu extraordinaire, qui est qu'au sein du solide, si je prends un couple de 2 points matériels, ils vont toujours rester à distance égale l'un de l'autre. Autrement dit, la distance qui sépare n'importe quel couple de 2 points de mon solide va rester la même au fil du temps. Par exemple, je ne sais pas, si vous prenez allez, stylo bic, à moins que vraiment je sois très sadique avec lui et que je lui inflige des dommages irréversibles, ça va être considéré comme un solide indéformable. Et la particularité de ces systèmes, c'est que, bon, il y a des forces intérieures, mais on va quand même pouvoir décrire le mouvement du système avec, d'une part, le théorème du centre d'inertie, et d'autre part,
un autre théorème qui correspond à la rotation de mon solide indéformable. La propriété intéressante de ces solides, c'est que leur mouvement quelconque peut être décomposé en un mouvement de translation global et un mouvement de rotation. Qu'on appelle rotation propre. Ou rotation solide. Donc, la translation de notre solide indéformable, son translation peut être simplement décrite par le TCI juste ici. Et son mouvement de rotation propre, il va falloir s'intéresser à d'autres grandeurs cinématiques et d'autres théorèmes dynamiques qui sont propres au système en rotation. Donc on n'a pas le temps de les faire là maintenant, mais a priori, on en parlera un peu dans le polycopier, pour ceux que ça intéresse. Est-ce que Victor, tu veux faire... Tu peux demander s'il y a des questions. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, je viens une seconde pour vous dire que si vous voulez participer au test de présélection des Olympiades, qui est sympa, ça vous peut être l'occasion de rencontrer des gens, et puis si vous êtes sélectionné, de faire un super stage théorique, expérimental, pardon, qui est marrant. Il y a sur le Discord un lien vers un Framaform, donc un petit formulaire à remplir, pour choisir un centre de présélection pour aller passer le test, et puis nous on vous inscrit avec les infos que vous nous donnez sur le form. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à aller remplir ce form. Voilà, et c'est tout pour moi. Pas de questions a priori. Au revoir tout le monde, merci de m'avoir écouté. Et la semaine prochaine, ce sera la mécanique des fluides.